Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon appétit également. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous. Et puis bonjour à celles et ceux que je connais, Francine, Evelyne et d'autres. Je me présente, je m'appelle Mouloud Boukala. Je suis professeur à l'école des médias à l'UCAM et j'ai une double formation en anthropologie et en études cinématographiques et photographiques. Et puis aujourd'hui, je, je vais vous parler des représentations des personnes en situation de handicap à l'écran, avec dans un premier temps des considérations assez générales, et après j'interviendrai plus spécifiquement sur le travail réalisé au sein de la chaire dont je suis titulaire. C'est la chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations. Je partage mon PowerPoint. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon? Merci. Donc, quelques considérations tout d'abord assez générales sur le handicap véhiculé dans le cinéma de fiction et dans les séries télévisuelles. Je commence par ces considérations pour, par la suite, expliquer ce qu'on fait au sein de la chaire. Dans les représentations sociales, je mets sociales et médiatiques. C'est pas uniquement les médias, mais dans de nombreux discours, on a également ces approches. Il y a deux valences, une valence négative et une valence positive. On assiste souvent à une vision négative des personnes en situation de handicap à l'écran, vision négative, misérabiliste et très condescendante. Et là, le regard qui est porté sur ces personnes est empreint de compassion, d'émotion, et il s'articule principalement autour de la pitié. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on associe handicap à pitié, problème, malheur, souffrance, drame, dépendance ou charge pour le partenaire, la famille ou la société. Derrière ces représentations, il y a souvent cette présentation des personnes en situation de handicap comme des êtres de besoin et qui n'apportent rien, qui ne proposent rien au vivre ensemble ou à la société. On a une absence totale de contribution au monde commun, à la société, et on associe la personne en situation de handicap à de la passivité. L'autre point, donc elles n'apportent rien, non seulement elles n'apportent rien, mais elles sont souvent associées à un coût. Elles sont représentées comme une charge. Et là, je cite Elisa Royas. Elisa Royas, c'est une militante, avocate, activiste française qui a écrit de nombreux articles que vous pouvez retrouver notamment dans la revue Reliance, et puis qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Mr. T et moi. Je pourrais y revenir dans les discussions. Là, je la cite. Ce qui est fait pour elle, pour la personne en situation de handicap, est une perte. Ce qui justifie qu'elle soit dominée. Elle est une charge pour la communauté. Ce qui est fait pour elle relève de la charité ou de l'effort. Elle n'est donc pas en position d'exiger ou de choisir. Donc ça, c'est quand même assez important dans cette représentation négative des personnes en situation de handicap. Je poursuis. Et de l'autre côté, à l'inverse, donc on a une sorte de filtre ou de spectre, d'un côté extrêmement négatif et de l'autre une valence exagérément positive, qui est suscitée par l'admiration, l'héroïsation de la personne handicapée. Donc ce sont des héros et ils accomplissent des choses non seulement extraordinaires. Et puis, autre représentation sociale du handicap et qu'on retrouve dans les médias, là je m'appuie sur les travaux pionniers de Giami qui ont été réactualisés par Nayak. C'est en lien avec la sexualité. Les personnes handicapées sont soit perçues comme des êtres asexués, non désirables, des anges, des êtres innocents, ignorant jusqu'à l'existence de la sexualité,
ou à l'inverse, sont des bêtes avec une sexualité pulsionnelle et violente. Et souvent, dans des productions médiatiques, si vous prenez Gabriel, vous voyez les personnes qui interagissent avec les deux types de visions. Gabriel, c'est un film québécois de fiction de Louise Archambault. Et puis, à l'intérieur, vous avez d'un côté les parents et de l'autre les intervenants. Les parents qui défendent une vision d'être innocent, asexué, et de l'autre, certains intervenants qui disent, voilà, il faut parler de la situation et gérer la situation. On ne peut pas laisser faire certains comportements. Là, je cite aussi Royas qui soulève un point intéressant, notamment en considération de la représentation des corps des femmes en situation de handicap. Je la cite, puisqu'elles ne répondent pas au canon esthétique proposé, qu'elles ne sont ni belles, ni désirables, et donc incapables de plaire ou d'être aimées, on les représente très peu, et en fait, le seul attribut féminin qui leur est accordé et qu'elles incarnent totalement est celui de la vulnérabilité. Et ce qui est intéressant également dans les propos de Royas, c'est que la notion de vulnérabilité, elle développe cet aspect-là en mentionnant que la vulnérabilité est construite institutionnellement. C'est en plaçant des individus, des hommes et des femmes en situation de handicap dans des milieux fermés qu'elles deviennent vulnérables et qu'elles peuvent être victimes de différents comportements et d'oppression. Ce qui sous-tend ces représentations, c'est quelque chose d'assez évident, c'est l'adhésion à un modèle, celui de la validité comme norme. Le modèle de la validité inclut la norme du corps fonctionnel, mobile et performant. Et par rapport à toutes ces représentations, il y a des enjeux en termes d'identification. Quand je vois une production médiatique, quand je regarde un film, quand je lis une bande dessinée, à qui je m'identifie. Et puis l'autre enjeu qui est très important, c'est la question de l'intériorisation. À chaque fois que je suis représenté, comment je suis représenté. Et intériorisation de ces représentations qui sont souvent péjoratives, dévalorisantes, notamment pour la perception qu'on a de soi, son estime de soi, sa confiance en soi, et bien sûr pour ce qui relève de la construction identitaire. On vous propose des modèles identificatoires pathologisants, stéréotypés, et ainsi de suite. Un autre aspect qui est assez récurrent dans les productions médiatiques qui abordent la question du handicap, c'est la personne en situation de handicap, que ce soit un enfant ou un adulte, sert souvent à valoriser des personnes adultes, là dans le cas présent, et puis elles sont souvent considérées comme des personnes inspirantes. Donc là, je n'ai pas demandé les droits à Radio-Canada pour aujourd'hui, mais je vous laisserai le lien, ça sera cliquable. Là, vous avez un extrait de Lance et Compte, une série, vous connaissez sûrement, une série québécoise. Dans la saison 1, épisode 13, vous avez une scène où vous avez toute l'équipe dans les vestiaires qui est totalement abattue. Et que fait l'entraîneur? Il va chercher son fils. Il l'arrache des tribunes, il était en discussion avec sa mère, il l'arrache pour l'emmener dans les vestiaires et démontrer à toute l'équipe que si lui, il est capable de se lever de sa chaise, le père est très insistant, on ne lui demande pas à l'enfant si ça lui fait mal ou pas, on l'oblige à se lever. Si lui, il est capable de le faire, l'équipe, bien sûr, est capable de gagner le match. Et ce genre de modèle est assez récurrent, que ce soit dans le cinéma québécois ou dans le cinéma à l'international, français ou états-unien. Et puis, derrière ces représentations-là, elles ont été conceptualisées notamment par Stella Young et le concept d'inspiration porn. De manière plus particulière, ce concept a été développé par Stella Young, comédienne en situation de handicap et activiste. Tout de suite après, je vous mettrai le lien
d'une conférence TED où elle explique son vécu et puis les représentations sociales en lien avec sa personne. De manière générale, l'inspiration porn représente une image d'une personne handicapée, souvent un enfant, réalisant une activité tout à fait ordinaire, comme par exemple jouer, parler ou courir, dessiner ou jouer au tennis. Et cette image s'accompagne d'un message tel que votre excuse est invalide ou avant d'abandonner, essayez. Ça, ce genre de messages, on les retrouve beaucoup sur les médias sociaux. Et puis une autre citation de Gru en 2016. L'inspiration porn fait référence à une image d'une personne ayant un signe visible d'une situation de handicap. Donc là, ce qui est intéressant, c'est souvent un handicap visible qui performe dans une activité physique et qui a préférablement un corps d'athlète et qui est capté directement pour inspirer le public, qui lui n'est pas en situation de handicap. Donc là, je vous invite à voir, ça dure une dizaine de minutes et c'est vraiment intéressant et stimulant. Stella Young, je ne suis pas votre source d'inspiration. Merci. On poursuit, donc j'ai commencé par des considérations assez générales. Là, j'aimerais présenter assez rapidement une recherche que nous avons menée avec plusieurs personnes, mais la recherche a été pilotée par Véro Leduc, une collègue au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Et donc, on a mené une recherche qui a été financée par le CAC, le Conseil des arts du Canada, sur les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées au Canada. Les objectifs étaient les suivants: favoriser une meilleure compréhension des enjeux entourant les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées, une meilleure compréhension des collaborations entre le secteur des arts sourds et handicapés et ceux des arts en général, et puis des pratiques qui permettent la reconnaissance, le soutien et la promotion des pratiques artistiques sourdes et handicapées. Et nous, ce qui nous intéresse par rapport à aujourd'hui et par rapport à la question des représentations, qu'elles soient sociales ou médiatiques, c'est qu'il y avait différentes questions de recherche où on a documenté qui étaient les artistes, ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, quels étaient les obstacles rencontrés. Et puis, il y avait aussi, on leur posait cette question-là: quelles sont leurs réflexions sur les représentations culturelles à leur égard. Donc, quelques points d'information. Cette publication est en ligne. Vous avez le rapport de recherche intégral en ligne sur le site du CAC, du Conseil des arts du Canada. On a également produit une fiche synthèse de 15 pages. Vous avez également un glossaire avec tous les termes sourditude, validisme, capacitisme, modèle social du handicap qui pourra vous aider. On présente la méthodologie et la bibliographie. Et vous avez également, pour ceux et celles que ça intéresse, une présentation des résultats en LSQ, langue des signes québécoise, et en ASL, American Sign Language. Et ce qui ressortait de cette étude par rapport aux représentations culturelles, je vous reprends certains éléments. Donc là, c'est Maxime Despomerleau qui s'exprime. Maxime Despomerleau est une réalisatrice et actrice et danseuse, maintenant également québécoise. Vous pouvez la voir dans le film, le court-métrage Prends-moi, d'Anaïs Barbeau-Lavalette et d'André Turpin. Elle avait également créé un court-métrage où elle se mettait en scène. C'était une autre représentation. Ça s'appelle Batwheel. Donc, je vous invite à découvrir ces productions. Et là, je la cite: en télé, la majorité des offres ou des auditions que je passe, c'est à peu près toujours écrit paraplégique dans le script. Ils ne sont pas très imaginatifs. Il y a encore beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes qui m'agacent, mais encore beaucoup ce voyeurisme-là. Et puis, je poursuis avec Alexandre Vallerand,
qui lui aussi est comédien. Il joue d'ailleurs dans Prends-moi et il joue dans plusieurs séries québécoises. Ça m'a déçu. On prend un handicapé juste pour rire du handicap. Oui, c'est drôle la sexualité, mais il y a d'autres niveaux au handicap. Et puis, donc, par rapport à cette recherche, il y avait à la fois la question des artistes handicapés, mais également le point de vue des artistes sourds. L'appropriation culturelle, ou plus précisément l'usurpation culturelle, est une autre facette de la problématique de la représentation. Je cite Katharina Ziervogel, « Pour les films ou les émissions de télévision, on embauche des acteurs, actrices, entendants, entendantes, pour jouer des rôles de personnes sourdes. Cela donne l'impression que ces personnes entendantes volent les emplois des personnes sourdes. » Et puis, il y avait également d'autres artistes qui insistaient sur l'importance d'embaucher des personnes sourdes et handicapées pour jouer de tels rôles. Et un autre point qui était également présent, c'était le manque de diversité des acteurs interprétant ces rôles. Je vous ai mis un test qui est assez intéressant, Disability Representation. Ce test permet de souligner la diversité de la représentation des personnes en situation de handicap dans les films et les séries. C'est un test qui est tiré de cette bande dessinée que je vous invite à lire, à consulter et puis à partager aux étudiants pour une introduction à ces enjeux-là. C'est Je vais m'arranger. C'est une bande dessinée de Marina Carlos. Et donc, elle propose ce test, mais elle s'inspire d'autres tests en amont. Est-ce que dans les films et les séries, il existe au moins un personnage en situation de handicap qui n'est pas un homme cisgenre, blanc et hétérosexuel, joué par une personne en situation de handicap. Son histoire n'est pas centrée autour de son handicap et il ou elle ne subit pas de blagues moqueuses et n'utilise pas l'autodérision pour se faire accepter, sauf si cela fait partie de l'évolution du personnage. Donc je vous invite à passer en revue tout ce que vous avez vu à la télévision et au cinéma, et puis à effectuer ce test. On pourra en reparler. Donc là, je bascule sur la chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations. Donc ça, je vous ai présenté un contexte. Et puis nous, avec la chaire, on s'est assigné trois objectifs avec l'idée d'aller plus loin que ces considérations générales et puis surtout d'avoir un état des lieux assez précis de ce qui se fait au Québec et par la suite au Canada. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, je vais vous parler de la base de données qu'on est en train de créer. Le premier objectif, c'est quoi? Identifier les groupes avec un ou des handicaps qui sont majoritairement représentés dans les médias canadiens entre 1980 et 2020, et puis essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de ces représentations et auto-représentations, et comment les personnages sont représentés et par qui. Est-ce qu'ils sont représentés par des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'ils sont interprétés par des personnes en situation de handicap? Et qu'est-ce qu'ils font dans la série, dans le film, dans la bande dessinée, dans le roman graphique, où on a également dans l'installation. Et puis après, donc ça c'est le premier volet qui porte sur la base de données, je vais y revenir. Il y a un deuxième volet où on mène des focus group avec des personnes en situation de handicap et qui s'auto-représentent également. Et on regarde ensemble des productions médiatiques, suite à quoi on échange sur ces productions médiatiques. Et puis enfin, ça va nous animer plus dans les futures années. On cherche à cerner des mesures susceptibles d'améliorer dans le temps la présence et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les contenus médiatiques, avec l'idée d'élaborer des politiques médiatiques inclusives qui favorisent une pleine participation sociale des groupes concernés. Donc je pourrais y revenir en discussion. La chaire, je ne travaille pas tout seul, il y a toute une équipe autour de moi avec qui je collabore.
on a mis en place un comité aviseur fondé sur des principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Et puis, chaque mois, on se réunit pour aborder les enjeux cruciaux en lien avec la chaire. Et puis, ces personnes, ça peut être des chercheurs, des journalistes ou autres, présentent des capacités diverses et c'est l'intérêt. Ils ont tous une expertise particulière qui enrichit, qui par leurs apports enrichit les travaux de la chaire. Et pour développer la base de données, on a travaillé avec le Bureau des initiatives numériques. Ça va faire à peu près 2 ans et demi qu'on est en train de travailler sur cette base de données. Et puis je tiens à préciser également, je ne les ai pas mis ici, mais il y a eu une dizaine d'étudiants qui collaborent à la chaire, dont certains sont également en situation de handicap. Donc l'objectif de la base de données, c'est quoi? C'est essayer de comprendre à partir de quand certaines productions et certaines représentations et auto-représentations apparaissent entre 1980 et 2020. Au début, on a commencé par le Québec et après, par la suite, on va ouvrir aux autres provinces et territoires. Et puis, l'idée, c'est d'élaborer une chronologie de l'émergence et du développement de certaines productions et thématiques et de réaliser une analyse comparative entre les représentations entre 1980 et 2000 versus les représentations entre 2000 et 2020, afin d'en dégager des continuités ou des ruptures. Comment on a créé cette base de données? Donc, on effectue un repérage des productions médiatiques. Donc là, on a tout un réseau. On a tout un réseau qui nous indique quand est-ce une nouvelle production qui porte sur le handicap apparaît. On a mis en place un système de veille au travers de différents sites qui recensent toutes les productions médiatiques qui portent sur le handicap au Québec et au Canada. Suite à ça, on essaye d'acquérir la production médiatique. On effectue une analyse des productions médiatiques, une fiche par production et une fiche par personnage. Donc, dès qu'il y a un film, par exemple, qui aborde le handicap, on crée une fiche. Et puis, dans ce film, on va recenser tous les personnages. Donc, pour certains films, il y a un personnage, mais pour d'autres, j'ai cité Gabriel, il y a une dizaine de personnages. Donc, ça fera une dizaine de fiches. Après, on transpose tout ça sous forme de données, sous forme de table, et puis on transfère ces données au travers d'une interface de recherche. À ce jour, donc, je vous livre un état des lieux. On a effectué 507 fiches personnages complétées, réparties sur 215 productions. Et puis, peut-être mentionner concernant les séries qui s'échelonnent dans le temps, une fiche est remplie pour chacune des saisons d'une série télévisée pour un même personnage. Donc ça, c'est quand même important parce qu'il y a des personnages qui acquièrent un handicap ou au contraire qui ne sont plus en situation de handicap au fur et à mesure du long de la série. Là, c'est le questionnaire. Donc, si on a du temps, après, j'aimerais bien qu'on aille sur le site de la chaire et que vous voyez les différentes questions qu'on a élaborées. C'est ça qui nous a pris énormément de temps avec le comité aviseur et puis avec d'autres collaborateurs qui ont révisé ce questionnaire pour que ce questionnaire ne soit pas capacitiste ou validiste. Quelques mots sur les productions analysées, où on en est par rapport au Québec. Donc, je vous l'ai dit, on a mis en place différents critères. Les longs métrages fiction avec une projection en salle. On en a repéré 72, il y en a 59 qui ont été traités, donc 82%. Pour les longs métrages documentaires, on a toujours pris le même critère, projection en salle. 28 repérés, 79% traités. Courts métrages et moyens documentaires, fiction et documentaire. On a 72 productions repérées, 63% traitées. Les séries télévisées de fiction, on a 48 productions repérées et uniquement 35% traitées. C'est que là, on a un souci. On a du mal à acquérir certaines séries télévisées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur le web en format numérique
en libre accès ou alors sur Crave ou autre plateforme, et elles ne sont pas sur DVD. Donc il y a tout un travail d'approche auprès des diffuseurs et des producteurs pour qu'on puisse analyser ces séries. Et puis les web-séries, on en a certaines, et les bandes dessinées, on a déjà analysé la moitié des productions. Quelques chiffres. Donc là, ces chiffres sont des estimations, mais elles sont à prendre avec des pincettes, étant donné qu'on n'a pas encore analysé tous les longs métrages. Il nous en reste 13 à analyser. Sur les 59 longs métrages analysés, soit 126 personnages, on arrive à discerner quelque chose, une tendance, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de longs métrages qui abordent la question du handicap. On n'en a que 9 au début des années 80, et à partir des années 2000 et 2010-2000, on en a 25 ou 26. Au sein de ces films de long métrage, il y en a 28 personnages, soit 22% qui vivent de la colère par rapport à leur incapacité ou par rapport aux situations de handicap vécues. Et une autre entrée qu'on a mis dans le questionnaire, c'est qu'on a 54 personnages, soit 43% qui sont source de conflits. Il y en a 21% qui subissent du capacitisme, 22% qui subissent de l'intimidation et 11% qui subissent de la maltraitance. Et puis, ce qui est également intéressant, c'est que on a sur tous ces longs métrages 33% de personnages principaux, 29% de personnages secondaires et 38% de personnages tertiaires. Et puis, on a mis une autre entrée également on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs productions médiatiques où le personnage en situation de handicap se donnait la mort. Donc, on a mis cette entrée-là, et on peut se rendre compte que sur le corpus analysé, là, pour les productions médiatiques long métrage de fiction, il y en avait 16% qui meurent dans la production médiatique. Donc ça, c'est un premier constat. Après, l'autre constat, dans le titre de ma communication, il y a l'autre élément, c'est inclusion. Comment faire pour inclure les personnes en situation de handicap à l'écran. Et puis là, je vais revenir sur des faits saillants qui sont issus du rapport Connectus, qui date de 2005, mais qui me semble toujours valable. Quels sont ces faits saillants? Le premier, c'est la très faible présence à l'écran des personnes handicapées. Donc là, j'ai repris les termes du rapport. Une représentation négative ou stéréotypée des personnes handicapées se poursuit. Manque de consultation et de recherche dans le secteur de la production indépendante sont vus comme les principaux obstacles. Je reviendrai sur la question de la production indépendante. La représentation dans les émissions de nouvelles est considérée comme un problème. Façon blessante ou inappropriée de parler des personnes handicapées lors des reportages. On a encore plusieurs reportages où on ne parle pas des personnes handicapées, on dit les handicapés, et on a souvent des phrases de la manière suivante: malgré son handicap, il ou elle a réussi. Avec cette idée que le handicap est quelque chose à surmonter. Et puis la faible intégration, ce sont les expressions du rapport, des personnes handicapées dans l'industrie de la radiodiffusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une faible représentation à l'écran, mais dans les coulisses, dans la production de ces réalisations, il y a très peu de personnes également qui sont en situation de handicap. Notamment au fait que le système d'éducation n'encourage pas les carrières en radiodiffusion. L'idée, quand je vous présente ces faits saillants, c'est que si on se limite uniquement aux productions médiatiques, on n'a pas un regard général sur le phénomène. Il y a un phénomène qui est quasiment structurel. Il faut revenir en amont, à la fois dans ce qui se passe dans les cégeps et les universités, pour comprendre les productions qui sont diffusées sur nos écrans, à la télévision et puis sur le net. Et puis, deux autres faits saillants: la présence accrue de personnes handicapées dans des émissions de télévision ouvrira de nouvelles possibilités aux radiodiffuseurs. Et puis, les participants s'entendent pour dire qu'il faut d'abord bâtir la communication et les contacts entre les radiodiffuseurs et la communauté des handicapés. Donc, ce n'est pas mon expression, c'est la leur,
avant de penser proposer aux radiodiffuseurs des mesures d'intervention. Et là, je tiens à préciser, par rapport à cette dimension entre les étudiants au cégep, à l'université, les étudiants en situation de cégep, les étudiants en situation de handicap au cégep et à l'université, et le manque d'étudiants et dans les carrières, dans les profils en lien avec la télévision ou le cinéma. On a 26 000 étudiants en situation de handicap dans les cégeps et universités. Et le réseau collégial a vécu une hausse de 850% depuis 2009. Il y a de plus en plus d'étudiants en situation de handicap et cette masse critique devrait également se retrouver dans des carrières en cinéma et en télévision. Donc avant de poursuivre avec cette question qu'on me pose souvent, comment favoriser la création des contenus fiction et variété davantage inclusifs et respectueux des personnes représentées, avant de vous donner des pistes, j'aimerais vous présenter le questionnaire et comment on l'a élaboré. Est-ce que je suis bon dans le temps? Oui, donc on a encore un bon 8 minutes pour présenter tout ça. Parfait. Euh, J'arrête le partage un instant. Donc là, on est sur le site de la chaire. Et puis, on a rajouté un onglet questionnaire, mais qui n'est pas encore visible pour le grand public. Et l'idée, c'est que l'interface, on l'a déjà réalisée, mais elle est en train d'être complétée. Et là, je vais vous présenter le questionnaire qui a présidé à l'analyse des productions médiatiques et des personnages. Et puis, il faut savoir, aussi j'ai oublié de le mentionner, la base de données, elle va être accessible au public et il y aura deux onglets. Un onglet assez recherche simplifiée et une recherche avancée pour les chercheurs. Donc tout ce que je vais vous présenter là ne sera pas proposé dans l'onglet simplifié. Donc au début, l'idée, la base de données développée, c'est une base de données SQL. Quand on a travaillé avec les chercheurs, les programmeurs du BIN, pour qu'une base de données soit efficace, soit interrogeable, il faut qu'il y ait le maximum d'entrées fermées. Plus vous mettez des contenus ouverts, là, titre de la production, le contenu est ouvert, plus vous mettez de contenu ouvert, plus elle est difficilement interrogeable. Donc la structure proposée est assez rigide en termes de questionnaire, mais elle est très fiable et très facile d'utilisation pour interroger plusieurs catégories. Donc titre de la production français-anglais, c'est assez simple. Titre de la production, il y en a plusieurs parce qu'en fonction des séries, ainsi de suite. Produit par. Type de production, c'est ce que je vous ai dit. Court-métrage, moyen-métrage, long-métrage, réalité virtuelle, roman graphique, série télévisuelle, web-série. Genre, thème principal de la production, année, durée, langue originale. On a également mis langue des signes. Et puis après, on peut faire une recherche en fonction des provinces, territoires, et de savoir s'il s'agit d'une coproduction canadienne ou internationale. Production adaptée d'un fait vécu, adaptation tirée de la production. On propose également un résumé officiel en français ou en anglais pour pouvoir faire des recherches à partir de mots-clés. Et puis, c'est tout ce qui touche la production médiatique. Après, le plus gros du travail a été fait. Non, on a une autre entrée. Comme je vous l'ai dit, la base de données, elle va couvrir les productions, les représentations et les auto-représentations. Donc, on rajoute un membre de la production. Quel rôle il joue? Est-ce qu'il est créateur, illustrateur? Créateur, c'est plus pour les séries télévisuelles. Illustrateur, dessin, c'est plus pour les bandes dessinées. Et réalisation, c'est plus pour les films. Et scénarisation, c'est à la fois pour les films et les bandes dessinées, romans graphiques. Est-ce que ce membre de la production a un type d'incapacité? Donc là, on s'est basé sur Statistique Canada.
l'enquête ECI. Est-ce qu'il s'agit d'une personne issue de la neurodiversité? La production médiatique contient un personnage en situation de handicap qui est inspiré de ou qui représente un proche membre de la famille du membre de la production. Exemple, quand on prend Les Beaux Malaises, Martin Matt, on sait qu'il y a certains épisodes qui sont inspirés de son frère. Ainsi de suite. Et puis, note sur le membre de la production et problème avec le membre de la production. Ce sont des entrées internes pour nous qui réalisons la base de données et les étudiants qui colligent, qui font ces analyses. Dès qu'elles rencontrent un problème, nous le signalent et on en discute avec le comité aviseur. Le point le plus important dans la base de données, c'est l'onglet personnage. Là, on a repris type d'incapacité du personnage, Statistique Canada ECI. On a rajouté la neurodiversité, mais surtout, on ne voulait pas que la base de données repose sur un modèle qui soit médical. On voulait revenir sur l'idée de situation de handicap du personnage. Donc on a rajouté ces autres entrées. Le personnage est en situation de handicap lorsqu'il doit assumer des responsabilités, communiquer, s'exprimer, effectuer ses soins personnels, entretenir son milieu de vie, se déplacer hors du domicile, se nourrir. Après, on a mis d'autres entrées sur est-ce que le handicap est fin ou réel. Vous avez une série comme Série Noire où il y a quelqu'un qui fait semblant d'être en situation de handicap. Le personnage acquiert-il une ou des incapacités durant la production? Je suis sûr que vous connaissez plein d'extraits où vous avez un personnage qui devient handicapé. Et puis on pourra y revenir. On nous présente souvent des personnages à qui tout réussit, en forme, qui remportent des prix, qui sont performants, et puis ils tombent littéralement, je pense à mon meilleur ami, chute d'escalade dans le handicap, et on bascule dans le tragique, dans le dramatique. Après, il nous a semblé important de cet onglet-là, le personnage divulgue son incapacité aux autres personnages du récit. Est-ce qu'il vit de la colère par rapport à ces situations de handicap vécues? On aura des entrées plus classiques sur l'identité de genre. Pareil, là, elle est déduite. Et les modalités de genre, pareil, elles sont déduites. On a mis également d'autres entrées par rapport à l'orientation sexuelle et puis aux enjeux liés à la sexualité. On a mis également des enjeux à savoir, est-ce qu'il y a des enjeux liés à la parentalité? Est-ce que le personnage appartient à une minorité visible ou au peuple autochtone? On s'interroge également sur sa classe économique, sur la profession principale occupée, et puis s'il change de profession suite à une ou des incapacités, quel type de passe-temps, le contexte dans lequel il évolue, emploi, famille, milieu de vie, pédagogie, la nature de l'accompagnement, aide technique, aménagement, aide humaine, aide animalière. L'idée à savoir si il a recours à une interprète professionnelle pour les personnes sourdes, recours à une assistance sexuelle, à un soutien psychosocial, et ainsi de suite. On a tout un ensemble d'entrées sur savoir s'il subit du capacitisme, racisme, sexisme, agisme, intimidation, violence ou maltraitance. Est-ce qu'il lutte pour ses droits? Est-ce qu'il y a la présence de scènes oniriques ou imaginées où le personnage montré est sans handicap ou incapacité? C'est un leitmotiv, c'est assez récurrent dans de nombreuses productions médiatiques. Est-ce qu'il y a une spectacularisation du handicap? Souvent, dans la dimension héroïque du handicap, ou quand un personnage, par exemple, fait des crises d'épilepsie, on met en scène de manière volontairement spectaculaire, c'est-à-dire qui frappe les yeux et le son, qui frappe l'essence, ces crises-là. Et puis le type de rôle, on a rajouté le personnage à des pensées suicidaires, tente de s'enlever la vie, et puis type d'incapacité de l'interprète principal. Voilà les différents points que je voulais soulever par rapport au formulaire. Merci beaucoup. Il est midi 45. Je ne sais pas si vous vouliez peut-être conclure, donner une petite conclusion à la conférence avant qu'on passe à la période de questions.
Sinon, on peut passer directement à la période de questions. On peut passer à la période de questions et puis je reviendrai sur la question que je vous avais proposée, comment améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les productions médiatiques. Je D'accord. vous Et remercie de votre écoute. d'ailleurs, la question, je pense que c'est une question ouverte. Donc, si vous avez des idées de réponse à cette question, on pourra y revenir à la fin de la période de questions. Si vous avez des idées, des éléments de réponse à cette question, on vous invite aussi à mettre vos pistes d'éléments de réponse dans le chat si jamais vous souhaitez apporter des éléments à la question. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette très bonne présentation. On a une première question dans le chat d'Adeline, qui est la suivante. Vous avez parlé tantôt des pourcentages, la façon dont les personnes en situation de handicap sont représentées dans les productions médiatiques. Donc, la question est la suivante. Donc, sait-on quels sont les pourcentages dans la réalité? Et pour voir à quel point les fictions sont liées à une réalité. Donc, finalement, est-ce que ce qu'on retrouve dans la fiction représente ce que l'on retrouve dans la réalité? Bon, alors c'est une très bonne question et on est en train d'y travailler dessus. Ce qu'on a découvert, c'est que euh, avant 2003, donc nous on a de 1980 à 2003, vous avez aucun site, aucun diffuseur qui compile ces entrées-là, année par année, pour voir combien il y a de productions médiatiques portant sur le handicap qui ont été élaborées et pour faire le lien avec Statistique Canada, les enquêtes sur le recensement. Donc on est en train de compiler quatre. On a demandé à la Cinémathèque, on a demandé à des diffuseurs, on regarde, et ce qui est fou, c'est qu'on est obligé de croiser différentes entrées, dont Wikipédia, pour voir toutes les productions et pour pouvoir pour pouvoir produire des chiffres précis à cette niveau, à cette question-là en termes de représentativité. Donc on travaille dessus, mais c'est vraiment un travail à la mitaine. Avant 2003, on n'a aucune source fiable qui a effectué ce travail. Et quand on a demandé à tous les interlocuteurs, que ce soit des diffuseurs, ce soit la cinémathèque, ah, on est vraiment intéressé à voir les résultats, mais pourquoi vous ne faites pas cette compilation? Mais c'est une excellente question. Merci beaucoup. En fait, j'aurais un complément à la question. Donc là, on parle de représentativité de façon un petit peu plus opérationnalisée, mais est-ce que, j'imagine que dans le cadre de votre étude, vous avez eu beaucoup de commentaires de personnes en situation de handicap ou même voilà, la chaire de recherche doit avoir reçu des, des feedbacks de la part de personnes en situation de handicap sur la façon dont les personnes en situation de handicap sont représentées dans les médias. Donc, sans nécessairement avoir une réponse formelle statistique, est-ce que vous avez eu, c'est quoi le genre de commentaires que vous entendez de la part des personnes en situation de handicap, qui soient positifs ou négatifs sur la façon dont ces personnes sont représentées dans les médias? C'est quand même assez difficile de répondre de manière générale. Euh, c'est vraiment lié, je ne peux pas me prononcer de manière générale. C'est vraiment lié, pour répondre en tant que chercheur, on a fait des focus group sur certaines productions médiatiques. Et là, à partir de ces focus group, il y a des choses qui ont émané. Et puis, autant il y a des productions médiatiques qui sont vraiment intéressantes, qui abordent des sujets peu traités. Euh, on parle souvent comment ça s'appelle, de la sexualité des personnes en situation de handicap, mais la question des croyances et du fait religieux de ces personnes, c'est une zone d'ombre dans la recherche. Et vous avez un film comme La résurrection d'Hassan de Carlo Guillermo qui aborde cette question-là. Et c'est hyper intéressant. Donc vous avez cette production médiatique qui est stimulante à voir, d'autres productions médiatiques. Et à l'inverse, quand on fait des focus group sur certaines productions, il y en a une qui est vraiment sujette à caution, c'est une bande dessinée, Les Petites Victoires d'Yvon Roy. Où là, il y a plusieurs personnes autistes qui ont créé un hashtag boycottons les petites victoires. Et à raison.
Et donc, je vous invite à lire cette bande dessinée, Les Petites Victoires, qui devait être adaptée à l'écran. Je ne sais pas où en est le projet, mais qui pose plusieurs problèmes en termes de rapport à l'autre, des personnes autistes, sur leur manière d'être, de faire, et euh, quels sont les types d'interactions avec ces personnes-là. Et un point qui ressortait des focus group, notamment par rapport aux petites victoires, c'est l'éducation d'un enfant. Souvent, les personnages principaux, les représentations sont produites par des parents. Donc c'est le point de vue des parents. Et on n'a pas le point de vue du premier concerné. Donc je ne peux pas généraliser, mais d'un côté, la série, le roman graphique, Les Petites Victoires, pose question, vraiment. Et à l'inverse, vous avez Clovis, la série de Clovis, de Madame Gay, qui est assez géniale. C'est de l'illustration jeunesse qui est vraiment fine. Donc c'est vraiment variable d'une production à l'autre. On n'arrive pas à généraliser. Enfin, je ne suis pas encore à l'étape de pouvoir faire des généralisations par rapport aux productions qui sont produites de 1980 à 2020. Ben, merci beaucoup. Je veux rappeler pour les personnes qui sont dans l'audience, donc si vous voulez prendre la parole, donc vous pouvez vous manifester dans le clavardage, mais aussi vous pouvez directement lever la main. Donc vous avez le bouton réaction en bas de votre fenêtre Zoom. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de lever la main. Donc pour ceux qui l'ont en anglais, c'est raise hand. Donc n'hésitez pas si jamais là, vous avez envie de partager quelque chose avec nous. Oui, Je sais que, oui, oui, j'aimerais juste revenir sur Audrey Bigra qui a mentionné la diapositive sur l'augmentation des étudiants et étudiantes en situation de handicap dans les cégeps. Souvent des handicaps dits invisibles. Je ne l'ai pas mentionné, mais depuis plusieurs années, euh, aussi bien dans les cégeps et dans les universités, quand vous analysez les chiffres de ce qu'ils appellent entre guillemets les clientèles émergentes, ce sont des handicaps dits invisibles. Donc des personnes autistes, des personnes, enfin le terme trouble d'apprentissage, j'aime pas beaucoup, mais c'est ce qu'ils utilisent. Et puis vous pouvez avoir accès à tous ces sites, à tous ces chiffres avec un bulletin. C'est le bulletin de l'Acquis Sèche, Association québécoise des conseillers pour l'intégration des étudiants en situation de handicap. Vous avez le détail pour chaque université et puis pour les 10 dernières années, c'est vraiment intéressant d'avoir ça à l'esprit. merci beaucoup pour cette ressource. Je sais que Élie également avait une question qui sera peut-être la dernière question, si on veut revenir à la question ouverte que vous aviez posée tout tantôt. Élie, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, en fait, moi, je me demandais, avec les résultats un peu préliminaires de ce que vous avez acquis jusqu'à présent, c'est quoi la plus grande différence qu'on remarque entre les représentations et les auto-représentations du handicap dans les médias? Euh, donc, par rapport à cette question des auto-représentations, comment j'y suis venu. Donc, il y a plusieurs auteurs, notamment les auteurs issus des cultural studies ou du postcolonialisme qui ont écrit sur les représentations, comme quoi les représentations étaient vraiment réductrices. On réduit ce qui est représenté et notamment l'altérité. Et il y avait cette idée de voir si il n'y aurait pas une manière plus collaborative, moins violente de représenter l'autre. D'où l'idée des autoreprésentations. Donc c'est ça qui a suscité cette idée des autoreprésentations, avec l'idée que peut-être peut-être les autoreprésentations seraient moins stéréotypées et moins négatives que les représentations. Donc il y a cette idée. Moi, je l'ai fait sur des productions médiatiques
médiatique singulière, mais de manière générale, je peux pas le généraliser. Mais les travaux que j'ai faits sur notamment Petit Polio de Farid Boudjelal, c'est ce qui était intéressant dans ce travail-là d'autoreprésentation, c'était tout ce qui relevait du processus identitaire et de la construction identitaire. Et l'idée qui était assez intéressante, c'est qu'il y avait un lien entre esthétique et handicap. On essayait de donner à voir le handicap d'une manière fragile par certains moyens esthétiques, d'une part, et puis surtout de proposer des autres modèles identificatoires. Et donc j'ai fait tout un ensemble d'entrevues avec des personnes qui s'auto-représentaient, à qui elles s'auto-identifiaient, et est-ce qu'elles avaient des modèles. Elles me disaient qu'elles n'en avaient pas, qu'elles devaient aller chercher dans d'autres communautés. Et ce qui était intéressant, c'était de dire, voilà, maintenant, quelqu'un qui aurait la polio, qui serait issu d'une minorité visible, a un modèle positif, qui apporte quelque chose au groupe, qui est dans l'effort, qui n'est pas passif, et qui a des aventures. Et ce qui était intéressant également avec Farid Boudjelal et son Petit Polio, c'est que son personnage évolue dans le temps. C'est pas un petit Tintin qui est figé, qui a toujours le même âge, qui est toujours habillé. Là, on le voit grandir depuis qu'il a 7 ans jusqu'à l'entrée dans le monde adulte. Et c'était assez stimulant, cette dimension d'autoreprésentation. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Malheureusement, il est déjà 12h57, fait que si jamais vous vouliez revenir sur la question ouverte que vous aviez posée au tout début de la conférence, pour les autres personnes qui auraient encore des commentaires ou des questions, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, donc on va terminer officiellement la conférence à 13h, mais pour celles et ceux qui voudraient rester un petit peu plus pour discuter avec M. Boucala de façon un petit peu plus informelle, donc ça va être possible de le faire. Donc il a accepté de rester un petit peu plus longtemps avec nous pour les discussions que vous pourriez avoir. Donc à ce moment-là, on pourrait laisser libre champ à tout le monde d'ouvrir le micro. Et donc c'est optionnel, bien entendu. Donc, M. Boucala, est-ce que vous vouliez revenir un petit peu, il reste 2 minutes, sur la question ouverte, sinon on peut clôturer officiellement la conférence. Sur la question ouverte, il y avait cette idée d'encourager le milieu éducatif par des stages, des bourses pour les étudiants en situation de handicap, d'une part, d'offrir aux maisons de production indépendantes des formations sur la question du handicap et de la surditude, et de créer aussi un label inclusion. Une production médiatique qui répond pas à un ensemble de charges proposées en lien avec l'inclusion at large, que ce soit sur l'écran ou dans les coulisses, elle n'est pas diffusée par Radio-Canada ou par d'autres diffuseurs publics. On est d'accord que Radio-Canada a une certaine production, mais majoritairement, ils travaillent avec des maisons indépendantes. Et ce label, cette certification inclusion, on devrait la demander aux maisons indépendantes. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est d'impliquer dès l'écriture du scénario des personnes en situation de handicap. On peut également proposer du mentorat pour le développement de projets, parce qu'il y a énormément de personnes qui s'auto-représentent, les aider pour développer du contenu professionnel, et puis élaborer des politiques médiatiques inclusives. Ça, c'est une autre idée. Mais je sais qu'il y aura une conférence prochainement sur le lien entre travail et handicap. Ce qui est intéressant, qui ressort des études, c'est que la plupart des handicaps n'exigent aucune mesure d'adaptation spéciale. Et si nécessaire, le coût est souvent très bas. Là, je pourrais vous envoyer l'étude de Job Accommodation Network qui donne différents chiffres avec les pourcentages, mais 51% des mesures d'adaptation coûtent entre 1 et 500 $. Donc l'argument comme quoi engager une personne en situation de handicap ou du personnel vivant avec un handicap dans le milieu cinématographique ou dans le milieu télévisuel ou dans le milieu de la production médiatique coûte de l'argent et ne résiste pas aux analyses. Donc c'est peut-être certains éléments que je voulais apporter.
Merci beaucoup. Je trouve que c'est des très, très, très belles pistes et que j'espère qu'on va pouvoir réutiliser, pas juste pour le milieu cinématographique, mais aussi pour les milieux de vie en général, que ce soit professionnel, scolaire ou les milieux sociaux. Donc, merci beaucoup. Ces belles recommandations vont clôturer officiellement la séance. Pour celles et ceux qui veulent discuter un petit peu plus, restez avec nous. Je vais clôturer la séance et ensuite on pourra se reparler dans quelques minutes. Avant de nous quitter, je voudrais vous parler de la prochaine conférence de la série. Laissez-moi juste repartager mon écran une dernière fois. Voilà, donc notre prochaine conférence, ça va être donc le premier mercredi de mars, donc le mercredi 2 mars, même horaire, midi 13h. Les inscriptions vont bientôt être ouvertes. Encore une fois, si vous voulez vous inscrire plus tôt, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse inscription@crispech.ca. Donc, la conférence va être sur le thème de la réduction des situations handicapantes au travail, donc de l'inspiration à l'action. Conférence proposée par Charles Lapierre, étudiant au doctorat de l'Université de Sherbrooke et également chercheur avec nous au CRISPECH. Donc, c'est un rendez-vous pour mars. Sur ce, je vais arrêter mon partage d'écran et encore une fois, je voudrais remercier M. Boukala d'avoir accepté de venir présenter aujourd'hui. Je voudrais aussi représenter tous ceux qui nous ont épaulés dans l'organisation de cette conférence et tout particulièrement Élie qui a mis beaucoup la main à la pâte, particulièrement pour cette conférence-ci. Également, je voudrais remercier Sean Malone pour le travail d'interprète. Donc, pour ceux qui ont suivi la conférence en anglais, un grand merci à Sean Malone de SM Global et également un grand merci à Jennifer de cette production qui a été au travail de sous-titrage. Donc, encore une fois, merci de votre présence. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour une autre conférence. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à rester discuter un peu plus longuement avec M. Boukala.